Monsieur le chef de département, Madame la directrice des finances des HUG, Mesdames et Messieurs les organisateurs, merci chaleureux pour cette invitation et cette possibilité de venir partager avec vous quelques éléments de réflexion dans le canton de Vaud, pas très loin des réflexions qu'a exposé monsieur Poggia. Je vais essayer d'illustrer au fond les travaux qui sont work in progress, on est d'accord, parce que tout ça a une immense dimension politique, comme l'a rappelé aussi monsieur le chef de département. Alors, mon plan de présentation sera celui-ci, c'est de rappeler au fond les enjeux du système de santé, et je crois qu'il est à la mode de parler de durabilité, mais je pense que c'est un réellement bon terme à utiliser aujourd'hui. Je vais approcher la question de comment on ne peut faire sans une vision populationnelle. Et à cet égard, j'ai trouvé la matinée jusqu'ici assez décoiffante, en particulier l'exposé de Madame la professeure Dormont, qui vraiment montre à quel point les choses peuvent être complexes, même si l'intention de base peut être tout à fait saine. Donc revenir à ces fondamentaux d'une vision populationnelle, dont finalement les cantons ou les États ont la charge. Parler de l'organisation communautaire, donc là on va quitter l'hôpital, et puis approcher les questions d'impact très brièvement sur l'hôpital. Alors la première partie, c'est ça, vous connaissez ça, ces enjeux critiques pour le système de santé de demain. On a bien sûr le vieillissement de la population, entre parenthèses qu'il faudrait d'ailleurs enlever, je pense chaque fois à ça après, mais et des professionnels de santé, parce que c'est une réalité totale. Le vieillissement des baby-boomers sont aussi des professionnels de santé. L'augmentation des maladies chroniques qui va impacter fortement notre manière d'appréhender la question des soins. L'arrivée de la numérisation, l'arrivée en force des technologies de l'information dans le domaine de la santé, avec aussi beaucoup, je pense, de fantasmes associés à ça. Et on devra aussi trouver la bonne place et le bon rythme de cette numérisation de nos environnements dans le domaine de la santé. Les opportunités et les dangers de l'explosion technologique. On voit bien là que pour un certain nombre d'avancées technologiques, au fond, on court derrière les questions de régulation, d'utilité, de quelle place donner à ces nouvelles technologies. Et puis les patients et leur nouvelle posture, et vous noterez que ce patient-là, qui est probablement un patient hospitalisé, mais qui est assis, c'est formidable, puisqu'on pense qu'il ne faut pas trop laisser les gens coucher, mesdames et messieurs, les directeurs d'hôpitaux, vous le savez. Alors, je viens là-dessus simplement sur la question du vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, et vous propose de faire référence à des travaux de l'organe de prospective du canton de Vaud, qui s'appelle Prospectif, qui est sorti en septembre de cette année, et qui traite de la question de la prise en charge médico-sociale et sanitaire des seniors à l'horizon 2040. Alors, il me semble que ça fait 15 ans qu'on parle de 2040, puis on pense chaque fois que 2040, c'est quand même très très loin, mais je pense qu'il faut qu'on réalise que 2040, ça se rapproche chaque année. Alors pour le canton de Vaud, voilà un type d'infographie qui est produite dans ce rapport. Alors il faudra renforcer le système de prise en charge. On a, en termes de lits DMS et de lits hospitaliers, alors je m'arrête sur la question des lits hospitaliers. En petit, c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour les 65 ans et plus, on a à peu près dans le canton de Vaud un capital de lits de 2000. Eh bien, il faudrait en construire d'ici 20 et quelques petites années le même nombre. Donc, au fond, le canton de Vaud, s'il assumait ce rapport de prospective, disons, devrait se mettre au travail assez vite au niveau du Grand Conseil pour voter quelques budgets. Et vous savez que l'hôpital Rivière-à-Chablais, qui est je ne sais pas en quelle année il a été décidé, mais la mise en œuvre d'un hôpital, elle ne va pas se réaliser en 20 ans. Donc, créer un deuxième CHUV, doubler toute la capacité hospitalière juste pour les 65 ans et plus, c'est un défi magistral. Et au fond, aussi, ce rapport de prospective note bien que dans votre case mix hospitalier, plus de 70% des hospitalisations que vous aurez en 2040 dans cet établissement et dans les autres seront des patients âgés de 65 ans ou plus. Donc on est face à une réalité qui arrive, et au fond, cette planification en termes d'infrastructure n'est tout simplement pas réaliste. Alors au fond, une autre manière de présenter les choses, on veut plus et moins en même temps.
On aura moins de ressources, mais on veut plus de soins. On veut moins de coûts pour les payeurs, on veut plus de qualité et de satisfaction. Tout ça dans un contexte, monsieur le chef de département l'a rappelé, d'augmentation aussi des coûts, de manière tout à fait constante, avec des jolies droites, avec un peu de pointillés quand même, qui laissent quand même planer quelques doutes d'une possible inflexion de ces courbes, mais néanmoins, on est sur une évolution des coûts. Chaque année, chaque assuré coûte plus que l'année dernière. Moi, je trouve ça assez fascinant comme ça. Forcément, ça responsabilise un petit peu. Et puis, bien sûr, je pense qu'on ne pourra s'éviter de s'exposer à un certain nombre de critiques et de scandales. Alors, j'ai mis Genève, mais j'ai aussi mis Le Chuve, et j'ai mis aussi Fribourg, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas du tout de parti pris, mais voilà une image un peu plus tragique quand même, qui risque évidemment d'occuper aussi nos esprits dans le futur. Donc l'équation, elle est vraiment difficile, et comment on peut gérer cette question de la durabilité de notre système de santé, je pense que c'est vraiment là les questions, même si on doit se préoccuper des aspects de financement de chacun des silos. Globalement, la durabilité de notre système de santé va être mise sous tension. Comment allons-nous pouvoir répondre aux besoins et quelle stratégie à long terme allons-nous pouvoir développer? Alors c'est là-dessus qu'on arrive d'un point de vue théorique, en disant en tout cas de là où est le service de la santé publique, de là où sont les cantons, au fond on a une responsabilité de la population. Et il faut absolument revenir à cette lecture de la population, considérer et apprécier l'entier de cette population. Alors, et Kaiser Permanente, bien sûr, en parlerait beaucoup mieux que moi, mais au fond, comment on caractérise une population dont on a la charge? Eh bien, on a une population qui est en bonne santé, on a une population qui est à risque, et puis on a une population qui est dans le tout haut de la pyramide, qui est fragile et dépendante, qui, elle, est responsable, on le sait, à peu près de 80% des coûts de la santé. Ce qui est une très forte tendance à ne s'occuper que du haut de cette pyramide. Or, si on ne s'occupe pas, quand on parle de dans 20 ans, dans 20 ans, les oranges, une partie des oranges, un patient sur 5 chaque année, passe dans la classe des rouges. Donc occupons-nous des oranges. Mais qui sont les oranges? Où sont les oranges? Et quelles sont les prestations dont ils ont besoin? Et bien sûr que quand on capitalise, on doit s'occuper en dessous des verts. Donc ce qui est extrêmement important, c'est de quitter une lecture, disons, des enjeux du système uniquement sur le haut des coûts. Et ça va être un effort permanent, avec un discours évidemment concernant les coûts, concernant le vieillissement, qui finalement capitalise de manière arbitraire d'ailleurs la question des coûts, puisque vous le savez que le vieillissement de la population, Madame Dormand l'a aussi rappelé, n'est pas si fortement que ça lié à l'explosion des coûts, et qu'on est bien plus dans l'explosion de la technologie et l'usage de cette technologie qui explique ces coûts. Alors, la stratégie populationnelle, elle va viser l'évitement d'une montée progressive vers ce haut de la pyramide, et ça veut dire une responsabilisation pour identifier ces prestations qui permettent de freiner cette fragilisation. Globalement, bien sûr que les enjeux de prévention, et la prévention ne s'attache pas qu'à la population en bonne santé et au vert, mais traitera l'entier de cette population avec des enjeux particuliers qui vont être développés autour des questions notamment d'inégalité sociale en santé, qui sont probablement un des plus gros facteurs de coût finalement. Les pronostics, si vous n'avez pas le même disons statut social et revenu social à l'entrée de la vie, vous avez évidemment beaucoup plus de chances d'arriver un jour dans le sommet de la pyramide que d'autres personnes. On ne le dit pas assez, on ne l'étudie pas assez, c'est très peu étudié en Suisse, et c'est vraiment une véritable question. Les enjeux pour les verts, bien sûr, sont des questions d'accès aux soins. Très rapidement, comment on peut finalement avoir les bons dépistages, les bonnes prises en charge. Chez les patients vulnérables et à risque, on doit absolument mettre en place toutes les mesures possibles qui visent à freiner le déclin, ou c'est de la prévention secondaire ou tertiaire. Et bien sûr que dans le haut de la pyramide, on est sur des questions de qualité des soins, d'efficience et aussi de contrôle des coûts. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans un type de vision populationnelle? Aujourd'hui, les besoins plus ou moins connus de la population sont ceux du sommet de la pyramide. Parce que c'est des gens qui sont dans le système, qui sont suivis par les soins à domicile, qui sont dans les réseaux de soins ou qui passent à l'hôpital. Donc aujourd'hui, on sait à peu près rien sur le reste de la pyramide. Je pense que n'importe quel pays d'Afrique a plus de documentation sur l'état de santé de sa population communautaire que nous en avons en Suisse, où finalement on ne traite
que par secteur de prestataires des profils de patients dont d'ailleurs on n'arrive pas à faire le lien puisqu'en fait on n'a pas la même manière de mesurer ou d'estimer ou de profiler un patient à l'hôpital que dans les soins à domicile, que dans d'autres secteurs. Alors, aujourd'hui, on est aussi dans un système où le domaine communautaire est très richement constitué, ici illustré par toutes ces bulles, et au fond, on a des patients qui circulent assez vite dans le système, mais de manière très chaotique, puisque chaque fois qu'ils rentrent dans une bulle d'une autre couleur, finalement, ils sont à nouveau appréhendés sous une autre manière. Donc, ce qui est proposé, et l'enjeu de l'avant-projet de loi qui avait été présenté au cours de l'année dernière, qui s'appelait le projet de région de santé, visait à donner cette responsabilité de l'entier de cette population à des régions de santé qui auraient eu la charge de connaître les besoins de l'entier de cette population et surtout d'en assumer cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, aucun acteur n'assume une quelconque responsabilité prospective de son patient. Bien sûr, le médecin traitant, vous le direz, c'est une manière d'assumer d'un point de vue clinique le pronostic de son patient, mais les soins à domicile, les hôpitaux, n'ont pas de responsabilité en termes de devenir de leurs patients. Au fond, quand on passe d'une transition d'un système à un autre, on dit voilà le patient, bonne chance pour la suite, mais nous, notre job, il s'arrête. Et si encore on fait de la surinvestissement, on mesure encore vite la pression avant que le patient quitte l'hôpital la dernière fois dans la nuit à 3 heures du matin, parce que quand même, il fallait faire 6 fois par jour, le lendemain, le même monsieur est tout seul à la maison avec un CMS qui passe que dans 3 jours, et personne, mon Dieu, personne ne va lui prendre la pression. Donc voilà. Donc le principe, il est de repenser la question des trajectoires et de repenser finalement tout ça pourquoi. Et tout ça s'inscrit dans quoi? Donc l'organisation communautaire qui était proposée et qui reste, disons, l'intérêt final de l'organisation du système vaudois, elle est de mettre en cohérence l'ensemble du dispositif d'aide et de soins dans la communauté. Comment? En allouant à la région de santé le volume financier qui est aujourd'hui donné à chacun de ces acteurs directement par l'État. On le donne dans une région de santé qui assume cette responsabilité populationnelle et qui réalloue par convention auprès des différents acteurs, mais dans le but d'une coordination et dans le but aussi d'augmenter la flexibilité, ça a été aussi dit tout à l'heure, en mélangeant finalement les principes de financement, en utilisant à la fois de la capitation, à la fois du pay for performance et à la fois du financement à l'acte. Donc on est aujourd'hui dans cette ambition de construire une vision globale, un renforcement de la communauté afin d'utiliser les aspects structures tels que hôpitaux et EMS de la manière la plus rationnelle possible dans l'histoire. Alors vous me direz, oui, mais comment on fait pour renforcer cette communauté qui, décidément, n'assume pas l'entier de ses prises en charge de patients? Alors, il s'agit prioritairement de renforcer cette médecine de première cour. Il faut que la médecine de première cour et les travaux et les changements de génération l'appuient, connaissent mieux leur patientèle, connaissent mieux leur profil de patient et connaissent mieux les besoins finalement d'un cabinet de groupe. On souhaite appuyer finalement ce renfort de la médecine de première cour par l'introduction d'infirmiers, cliniciens ou même de nurse practitioners, puisqu'on est très fiers d'annoncer que dans le canton de Vaud, on a un nouvel article dans la loi sur la santé publique qui permet maintenant la pratique d'infirmières avancées et qui est pour nous un élément majeur dans le futur dispositif. Donc cette médecine de première cour doit avoir la charge d'identifier les situations à risque, d'identifier les risques de difficultés avec les proches et de pouvoir finalement contribuer à cette prévention du déclin fonctionnel. On doit bien sûr mettre en place des dispositifs spécialisés. Il faut que cette première ligne de soins puisse s'appuyer sur un dispositif qui l'aide à prendre en charge notamment tout ce qui est filière de malades chroniques, et on doit vraiment développer les compétences des patients. Appelons ça compétences en santé, empowerment, autodétermination, gestion de la maladie, c'est un axe extrêmement important. Il y a des supports pour cette coordination et continuité des soins, les coordinateurs des soins, la diffusion d'une information pour les professionnels, pour les patients, et bien sûr tout ce qui va être technologie de l'information, le dossier électronique du patient, le plan de soins partagé que Genève aussi connaît bien. Tout ça devrait être des supports dans le futur pour consolider cette communauté. Alors j'en arrive aux impacts sur les hôpitaux.
Et puis là, évidemment, c'est très bref. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la patientèle. La patientèle va changer. Il faut se préparer à ça. Mais je veux l'illustrer de manière positive en disant qu'au fond, avec un meilleur tri en amont des urgences, on peut aussi protéger l'hôpital dans sa fonction d'hôpital, puisque vous savez bien qu'aujourd'hui, avec l'enjeu, disons, de l'augmentation des malades chroniques, l'hôpital retrouve parfois sa fonction d'hospice. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir être pris en charge dans la communauté, parce qu'il n'y a pas la surveillance, parce qu'il n'y a pas l'encadrement nécessaire, alors qu'est-ce qu'on fait le soir, la nuit, le week-end, la journée aussi parfois? Eh bien, les patients arrivent aux urgences parce que c'est encore le seul endroit où on peut protéger le patient. Or, on sait que ce n'est pas en mettant les patients, notamment âgés et fragiles, à l'hôpital qu'on les protège, mais c'est important de retrouver, et d'ailleurs, je copie ce qu'a dit un de mes collègues, au fond, on ne devrait plus parler d'hospitalisation inappropriée, mais de redéfinir qu'est-ce qu'une hospitalisation appropriée dans le dispositif. Et puis l'autre chose, c'est l'humilité, parce que c'est comment on repositionne finalement l'hôpital dans une trajectoire. Alors, en illustration de la question de l'urgence et de la patientèle, on veut développer dans le canton de Vaud très fortement, à partir de 2019, un meilleur tri et une meilleure orientation. On connaît ce premier tri avec le 144 qui envoie une ambulance ou qui réfère au médecin traitant. On souhaite consolider un dispositif qu'on a appelé maison de médecine de premier cours qui puisse refaire aux portes de l'hôpital un meilleur tri, une meilleure orientation pour déployer ensuite des équipes mobiles de prise en charge et de renfort à domicile et d'éviter l'hospitalisation lorsque celle-ci n'est pas nécessaire. L'humilité, c'est de repositionner, je sais que c'est difficile aussi dans les hôpitaux universitaires, de se reconcevoir ou de se concevoir comme un petit maillon d'une chaîne de soins qui est très grande et d'un parcours de soins qui est bien au-delà de la responsabilité d'un parcours de soins de quelques jours en milieu de soins aigus, mais comment on articule cet hôpital de soins aigus avec un projet de soins, avec une planification qui a été faite en amont et comment l'hôpital se repositionne dans cette continuité des soins. Alors l'avenir, il est à une vision systémique, forcément, au-delà des silos. On ne s'en sortira pas en traitant les choses que de manière partielle. Et il s'agit donc de construire et de consolider cette organisation pour maintenir les personnes en santé, prévenir ce déclin fonctionnel, accompagner la fin de vie. Alors je conclus là-dessus. Je pense qu'on est sur des moments vraiment intéressants. On imagine les choses à partir du passé. Voilà ce qu'on imagine pour demain. En fait, ce qu'on devrait imaginer pour demain, c'est quelque chose de complètement différent. L'enjeu, il est de dire comment on va appréhender cette transition avec cette vision future. Voilà, le moment est passionnant, même si la roue tourne, enfin l'horloge tourne, la mienne aussi. Et j'ai terminé. Merci de votre attention.